Ayana, une jeune fille pauvre de 13 ans, a été contrainte d'épouser Solomon, un riche étranger de 80 ans, afin de sauver son petit frère malade. Tout le village murmurait sur ce mariage étrange, mais nul ne connaissait la véritable histoire. 10 jours après la cérémonie, le secret que Solomon gardait jalousement ne sauva pas seulement la vie de Ayana. Il transforma le destin de milliers de jeunes filles à travers le monde. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Ayana ouvrit les yeux. C'était le jour de son mariage, mais son cœur n'était habité d'aucune joie, seulement d'un vide oppressant qui semblait engloutir tout ce qui l'entourait. La petite chambre en bois de la maison familiale à Ravenfield, avec ses murs écaillés et son sol usé, n'avait jamais paru aussi étouffante. Assise au bord du lit, elle observa ses mains, rugueuses à force de travailler, mais encore pleines de jeunesse, des mains de 13 ans, désormais promises à un homme de 80. Ayana? La voix de sa mère n'était qu'un murmure de l'autre côté de la porte. « Je peux entrer ?» Sans attendre de réponse, la femme entra. Ses yeux rougis trahissaient les larmes versées, et son visage fatigué portait les traces de la douleur. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle en s'asseyant près de sa fille. Ayana jeta un regard en direction de la pièce voisine, d'où provenaient les quintes de toux de son petit frère. Depuis des mois, il luttait contre une maladie qu'aucun médecin du village ne savait soigner. Chaque jour, il semblait s'éteindre un peu plus. « Tu sais que je dois le faire » répondit Ayana, sa voix assurée malgré le tremblement intérieur. « L'argent de M. Wright va sauver Josiah. On n'a pas d'autre choix. » Sa mère serra les mains de sa fille, les larmes au bord des yeux. « Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi de ne pas avoir pu te protéger de ça. » Ayana la prit dans ses bras. L'odeur familière de savon artisanal la ramena à son enfance. « Je n'ai plus de larmes, maman, » murmura-t-elle. « Garde les tiennes. » La petite église du village était presque vide, hormis 2 rangées de personnes. D'un côté, la famille de Ayana, sa mère, son père et 2 tantes. De l'autre, un seul homme, un avocat vêtu d'un costume sombre, représentant le marié. Solomon Wright attendait au pied de l'autel. Ses 80 ans se lisaient dans ses rails profondes, ses cheveux blancs clairsemés et ses mains marbrées de taches. Il portait un costume gris impeccable qui jurait avec la simplicité des lieux. Mais son regard n'était ni lubrique ni satisfait, comme Ayana le redoutait. Il était vide, presque mélancolique. En marchant dans l'allée, elle entendait les murmures. « La pauvre, vendue comme une bête », chuchota Madame Thelma, la boulangère. « Il est très riche, paraît qu'il a des maisons dans 3 pays », commenta M. Curtis. « Elle est bien trop jeune, c'est criminel », ajouta une autre voix. « Voilà ce qui arrive quand on est pauvre et fille, ici », conclut quelqu'un. La robe blanche, simple, prêtée par sa cousine, lui grattait la peau. Le sol froid de l'église lui glaçait les pieds nus. Chaque pas semblait l'enfoncer un peu plus dans la boue. Arrivée à l'autel, lorsqu'elle plongea ses yeux dans ceux de l'homme qui deviendrait son mari, le monde sembla s'arrêter. Il n'y avait ni désir, ni cruauté. Juste une immense fatigue. « J'accepte », dit-elle quand ce fut son tour, avec la sensation d'ensevelir elle-même son avenir. La maison de Solomon était la plus grande de la région, perchée sur une colline surplombant tout Ravenfield. Construite en pierre et en bois noble, elle comptait 2 étages et de larges fenêtres laissant entrer la lumière. Pour n'importe qui d'autre, ça aurait été un rêve. Pour Ayana, c'était une prison dorée. Depuis leur arrivée, après la brève cérémonie, Solomon n'avait pas prononcé plus de 10 mots. Il lui montra sa chambre, séparée de la sienne, puis disparut dans un coin de la maison. À la nuit tombée, Ayana s'attendait au pire. Assise au bord du lit, fixant la porte, elle se préparait à ce que son mari vienne réclamer ses droits. Mais la seule personne à entrer
fut une vieille femme employée de la maison. Monsieur Wright vous prie de descendre dîner, si vous le souhaitez, dit-elle avec un sourire doux, presque déplacé dans ce contexte. Dans la grande salle à manger éclairée par quelques bougies, Solomon l'attendait, assis devant 2 bols de soupe fumante. « Servez-vous, je vous en prie », dit-il, d'une voix au fort accent étranger qui rendait ses mots un peu rugueux. Aïana s'installa, méfiante. La soupe sentait bon, mais avait un goût amer dans sa bouche. « Tu n'as pas à avoir peur », déclara Solomon, après quelques minutes de silence. « Je ne te toucherai pas. » Aïana leva les yeux, surprise. « Alors pourquoi? Pourquoi je t'ai épousé ?» Le vieil homme soupira, posant sa cuillère. « Chaque chose en son temps, Aïana. Certaines vérités sont comme la soupe. Il faut les laisser refroidir avant de les goûter. » C'était la chose la plus étrange qu'elle ait jamais entendue. Elle ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou encore plus inquiète. « Demain, si tu veux rendre visite à ta famille, Thomas t'y conduira, » ajouta Solomon. « L'argent pour le traitement de ton frère a déjà été envoyé, du moins la première partie. »« Merci », fut tout ce que Aïana parvint à dire. « Ne me remercie pas encore, » répondit Solomon, le regard perdu. « Il y a encore beaucoup de choses que tu ignores. » Cette nuit-là, allongée sur un lit trop moelleux pour son corps habitué à la rudesse, Aïana ne put trouver le sommeil. Les mots de Solomon résonnaient dans son esprit comme une énigme. Certaines vérités sont comme la soupe. De l'autre côté du mur, elle entendait le vieil homme tousser. Un son fragile, semblable à celui de son frère. Elle ferma les yeux et tenta d'imaginer un avenir au-delà de ces murs, au-delà de ce mariage étrange, qui n'était ni amour, ni désir, ni même un simple arrangement. C'était un mystère. Et dans 10 jours, elle découvrirait toute la vérité, cachée derrière les yeux fatigués de Solomon Wright. Les jours s'écoulaient étrangement paisibles dans la maison de Solomon. Chaque matin, Aïana se réveillait en redoutant le pire, mais le vieil homme gardait ses distances, toujours respectueux, et parlait peu. « Les livres de la bibliothèque sont à toi. Lis-les si tu veux, » lui dit-il au 3e jour. « La connaissance est la seule chose qu'on ne peut jamais t'enlever. » Aïana l'observa avec curiosité. « Vous aimez les livres ? » « J'aime les portes, » répondit Solomon, esquissant un léger sourire. « Celles qu'on ouvre, celles qu'on ferme. Chaque livre est une porte, Aïana. » C'est ainsi que finissait leur conversation, sur des phrases énigmatiques qui laissaient plus de questions que de réponses. Dans la bibliothèque, Aïana découvrit des ouvrages dans des langues qu'elle ne savait même pas exister. Solomon lui apporta des vêtements neufs, de qualité. Jamais il ne criait, jamais il n'exigeait quoi que ce soit, et jamais il ne la touchait. Mais il y avait une porte, tout au bout du couloir du 2e étage, toujours fermée à clé. Chaque fois qu'elle passait devant, Aïana sentait un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'y a-t-il derrière cette porte ?» demanda-t-elle un soir, au dîner du 6e jour. Solomon s'arrêta de manger et la fixa un instant. « Des souvenirs, » répondit-il. « Certains heureux, d'autres douloureux. Pourquoi la garder verrouillée? Certains souvenirs sont comme des lames, Aïana. Ils peuvent te blesser si tu ne les manipules pas avec précaution. » Au 8e jour, alors que Solomon était parti régler des affaires, Aïana trouva enfin le courage. Elle savait où chercher. La clé était bien là, dissimulée derrière un livre dans la bibliothèque. Les mains tremblantes, elle monta à l'étage. Le couloir paraissait plus long que d'habitude. Chaque pas résonnait étrangement. La serrure céda dans un petit clic discret. Une odeur de bois ancien emplit la pièce. C'était une petite chambre, aux fenêtres couvertes. Les murs étaient tapissés de photographies. Des filles. Des dizaines. De toutes origines. De tous âges. Certaines souriaient, d'autres semblaient terrifiées. Au centre, une table. Dessus,
Des lettres rangées en piles, de petites boîtes contenant des mèches de cheveux, des rubans colorés, des dessins d'enfants et des journaux intimes soigneusement classés par date. Le cœur de Ayanna battait à tout rompre. Qui étaient toutes ces filles? Puis elle le vit. Une enveloppe à son nom, écrite d'une main élégante, rédigée avant même qu'elle ne sache que cette pièce existait. Chère Ayanna, si tu lis cette lettre, c'est que ta curiosité a été plus forte que ta peur. Je ne t'en veux pas. Avant que tu tires des conclusions trop hâtives sur ce que tu vois ici, je dois te dire la vérité. Chacune de ces filles a été sauvée, non blessée. Je vois que tu as trouvé mon petit sanctuaire. La voix de Solomon la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, plus fatigué que jamais. Mais il n'y avait pas de colère dans ses yeux, juste de la tristesse. « Qui sont-elles » demanda Ayanna, la lettre serrée contre sa poitrine. « Des ailes brisées que j'ai tenté de réparer, » répondit-il en s'asseyant. « Comme toi. »« Je ne comprends pas. » Solomon poussa un long soupir. « Il y a un homme à Ravenfield. Il s'appelle Raymond Knox. Officiellement, c'est un marchand comme un autre. Mais il ne vend pas que des marchandises. Ayanna connaissait ce nom. C'était un commerçant respecté, toujours entre deux voyages. « Que vend-il ? Des êtres humains » dit Solomon, la voix lourde. « Des filles comme toi. Il les achète à des familles désespérées, puis les vend à de riches clients dans d'autres pays. Et quel rapport avec moi ? Il te surveillait depuis des mois. Quand ton frère est tombé malade, il a vu l'occasion rêver. Il t'aurait proposé en échange d'un peu d'argent pour le traitement. » Le monde vacilla sous les pieds de Ayanna. Elle se rappela Knox, lui souriant au marché, posant des questions sur sa famille. « Comment savez-vous tout cela ?» Solomon montra les photographies. « Parce que je le poursuis depuis des décennies. Voici Aninha, du Brésil, » dit-il en touchant la photo d'une petite fille brune. « N'oublie jamais qui tu es, m'a-t-elle dit. Et voici Mei, de Chine. La liberté a le goût de la pêche. C'est ce qu'elle m'a confié. » Une à une, Solomon raconta l'histoire de chaque fille sur les photos. Certaines avaient été sauvées à temps. D'autres, malheureusement, non. « Je ne comprends toujours pas. Pourquoi ça vous tient autant à cœur ?» Il resta silencieux un long moment. « Parce qu'il y a 80 ans, j'étais Raymond Knox, » dit-il enfin, presque dans un souffle. « Et j'ai passé les dernières décennies à essayer de réparer ce qui ne peut pas l'être. Le monde de Ayanna s'effondra comme un château de sable. Alors notre mariage, c'était un bouclier, pas une prison, » l'interrompit Solomon. « Knox comptait t'emmener à la prochaine pleine lune. J'ai agi plus vite. Un vieux riche qui épouse une jeune fille du coin, ça ne choque personne. Knox n'oserait pas s'attaquer à quelqu'un de mon statut. Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» Solomon esquissa un sourire triste. « Certaines vérités sont comme la soupe, tu te souviens ? Il faut les laisser refroidir. » Ayanna regarda à nouveau les photos, les lettres, les petits objets précieux. Ce n'étaient pas des trophées, c'étaient les souvenirs d'un homme qui essayait de se racheter. « Et maintenant ? Que va-t-il m'arriver ? » ?»« Maintenant, tu es ma femme légalement, ce qui veut dire que tu es protégée. Et quand je partirai, ce qui ne saurait tarder, » il toussa doucement. « Tout ce que je possède sera à toi. Tu pourras choisir ta propre voie. » Cette nuit-là, Ayanna ne parvint pas à trouver le sommeil. La lettre de Solomon, qu'elle avait fini de lire dans sa chambre, détaillait une opération secrète pour sauver des jeunes filles de la traite. Un réseau de personnes dévouées, prêtes à leur offrir une nouvelle chance. Pour la première fois depuis le mariage, Ayanna ressentit autre chose que la peur ou la résignation. Elle ressentit un but. Le lendemain matin, lorsqu'elle descendit pour le petit déjeuner, elle regarda Solomon autrement. « Apprenez-moi, » dit-elle en s'asseyant à la table. « Apprenez-moi à faire ce que vous faites. »
Le vieil homme sourit. Et, l'espace d'un instant, il parut bien plus jeune. C'est exactement ce que j'espérais entendre. C'est par un matin d'automne, à peine 2 jours après les révélations, que Solomon Wright quitta ce monde. En silence, comme il avait vécu ces dernières années. Ayanna le retrouva dans son fauteuil préféré, à la bibliothèque, un livre ouvert sur les genoux, le visage paisible. La maison sembla soudain manquer d'air. Ayanna s'assit à ses côtés et prit sa main encore tiède. « Merci », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Durant 2 jours, il lui avait tout raconté. Les noms, les opérations, les contacts. Comme s'il savait que son temps touchait à sa fin. Les funérailles furent simples, comme Solomon l'avait souhaité. Seule Ayanna, les quelques employés de la maison et l'avocate étaient présents. Personne d'autre ne vint dire adieu à l'étrange vieil homme. Lorsque tout fut terminé, la nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Solomon Wright était mort. Et maintenant, que deviendrait sa jeune épouse? La lecture du testament eut lieu 3 jours plus tard, dans le bureau de la seule avocate de Ravenfield, mademoiselle Natasha James, une femme de caractère, d'une 50aine d'années. Avant de commencer, Ayanna, je tiens à préciser que je suis ici pour veiller à ce que vos droits soient respectés, déclara Natasha en ajustant ses lunettes. Si Solomon Wright a imposé une clause abusive, nous pouvons contester. Ayanna esquissa un sourire, songeuse. L'avocate n'avait aucune idée de la nature réelle de ce mariage. « Merci, mademoiselle James, mais je crois que ce ne sera pas nécessaire. » Natasha ouvrit la chemise de documents et commença à lire. À mesure que les paragraphes défilaient, ses yeux s'écarquillaient davantage. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle en feuilletant nerveusement. « Il vous a tout légué? Que voulez-vous dire par là? » Solomon Wright vous a légué absolument tous ses biens, Ayanna. La maison, les terres, les propriétés à l'étranger, les comptes bancaires. Natasha s'interrompit, reprenant son souffle. Il s'agit d'une immense fortune. Le poids de ces mots tomba sur les épaules frêles de Ayanna comme une montagne. Il y a autre chose, poursuivit Natasha. Il a laissé des instructions précises. Une partie de cet argent devra servir à créer une fondation pour sauver des jeunes filles victimes de violences ou de trafic humain. Ayanna ne put retenir un sourire. Même après sa mort, Solomon poursuivait sa mission. « Mademoiselle Ayanna, » dit Natasha en retirant ses lunettes. « Avez-vous conscience de ce que cela signifie? À partir d'aujourd'hui, vous êtes l'une des femmes les plus influentes de la région. » « Je sais exactement ce que cela signifie, » répondit Ayanna en se levant. « Et je sais exactement ce que j'ai à faire. » La nouvelle fit le tour de la bourgade en moins d'1 journée. Tout le monde savait désormais que la pauvre jeune fille, mariée à l'étranger, possédait une fortune. « Elle a dû ensorceler le vieux, » lança Madame Thelma à la boulangerie, quand Ayanna passa devant. « J'ai toujours su qu'elle était trop maligne pour son bien. » grogna M. Curtis au marché. Elle lui a sûrement fait signer ça quand il avait plus toute sa tête. Elle a eu de la chance, c'est tout, commenta un autre. Elle s'est vendue au bon prix. Ayanna entendait tout cela, mais gardait la tête haute. Les mots ne l'atteignaient plus. Elle avait désormais une mission. Son premier acte en tant qu'héritière fut de rendre visite à l'hôpital, où son frère était soigné. « Comment va-t-il » demanda-t-elle au médecin. Il récupère jour après jour. D'ici quelques mois, il sera remis sur pied. Ayanna observa son frère endormi. Son teint était moins pâle, son souffle plus régulier. « Docteur, l'hôpital manque-t-il de quelque chose? Équipement? Médicaments ?» Le médecin la regarda, surpris. « Eh bien, oui, bien sûr, mais cela coûterait une fortune. »« Faites une liste, » répondit simplement Ayanna, « de tout ce dont vous avez besoin. » 5 ans passèrent. Ravenfield n'était plus le même village oublié. L'hôpital,
désormais l'un des mieux équipés de la région, accueillait des patients venus de villes voisines. L'ancienne baraque délabrée avait laissé place à une école moderne, gratuite pour tous les enfants. Et la maison sur la colline s'était transformée en refuge pour jeunes filles. Celles qui fuyaient des mariages forcés ou qui avaient été sauvées de réseaux de traite y trouvaient un abri sûr. Ayanna, désormais âgée de 18 ans, arpentait les couloirs de la maison avec assurance. Elle n'était plus la jeune fille effrayée qu'on avait mariée de force. Ses yeux reflétaient le poids des responsabilités, mais aussi la force d'une conviction. « Mademoiselle Ayanna !» appela une adolescente d'à peine 14 ans. « Mademoiselle Natasha est là pour vous voir. » Natasha James, désormais alliée fidèle et amie proche, l'attendait dans le bureau qui avait autrefois appartenu à Solomon. « 3 nouvelles jeunes filles arriveront demain, » annonça Natasha. « On les a retrouvées à la frontière, en fuite. » Elles tentaient d'échapper à un groupe qui voulait les faire passer à l'étranger. Ayanna acquiesça. « Prépare tout. Je veux qu'elles soient accueillies dans les meilleures conditions. »« C'est déjà en cours, » répondit Natasha. « Tu as transformé cet endroit. Pas seulement la maison, le village tout entier. C'était vrai. Les lois locales, autrefois laxistes sur les mariages précoces et la traite dissimulée, étaient désormais bien plus strictes, grâce à l'influence de Ayanna. « Il reste encore beaucoup à faire, » dit-elle en regardant par la fenêtre. Solomon a lancé ce mouvement, mais il savait que ce n'était que le début. « Tu sais, les gens du village ont changé la façon dont ils parlent de toi, » observa Natasha. « Au début, ils te traitaient de sorcière, d'arriviste. Maintenant, ils t'appellent l'héritière. » dit Natasha avec un sourire. « Mais ils ne parlent pas de l'héritage en argent. Ils parlent de ta mission, celle de Solomon Wright, que tu as reprise. » Ayanna sourit doucement, se souvenant du vieil homme dans son fauteuil de lecture. Le soir venu, quand toutes les filles du refuge dormaient, Ayanna se rendit dans la pièce secrète, désormais toujours ouverte. Les photographies étaient encore là, accompagnées de nouvelles. Les visages des filles qu'elle avait elle-même sauvées. L'une d'elles, Tiana, récemment arrivée, entra timidement. « Qui sont toutes ces personnes ?» demanda-t-elle. « Ce sont des survivantes, » répondit Ayanna. « Comme toi, comme moi. »« Et cet homme ?» Tiana pointa la photo de Solomon. « Il a été mon sauveur. Et il m'a appris à devenir le sauveur des autres. » Tiana la regarda avec admiration. « Quand je serai grande, je veux être comme vous. » Ayanna lui caressa la joue avec tendresse. « Non, Tiana. Je veux que tu sois encore meilleure. Je veux que vous soyez toutes plus fortes, plus libres que je ne l'ai jamais été. » Ce soir-là, seule dans sa chambre, Ayanna ouvrit le dernier tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe jaunie, la dernière lettre de Solomon, découverte après sa mort. À l'intérieur, une liste, des noms, des dates, des lieux, des hommes et des femmes puissants, dans différents pays, tous impliqués dans les réseaux de trafic. Raymond Knox n'en était qu'un pion. « Quand tu seras prête, » disait le mot de Solomon, « emmène cette liste dans le monde. Mais prépare-toi à la tempête qui suivra. » Ayanna replia la feuille et la rangea soigneusement. Oui, elle était presque prête. La jeune fille vendue était devenue une femme déterminée. Le village, qui, autrefois, la jugeait, la respectait à présent. Et désormais, quand elle parlait, tout le monde l'écoutait. Le soleil du matin inondait le bureau, tandis que Ayanna relisait une fois de plus la liste. Pour la 100e fois, peut-être. Chaque nom, chaque annotation, écrite de la main tremblante, Solomon Wright. Après 7 années passées à garder ce secret, elle était prête à révéler la vérité au monde. « Tu es sûre de toi ?» demanda Natasha James, assise en face d'elle. Le temps avait parsemé ses cheveux de fils d'argent, mais son regard était toujours aussi déterminé. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit, » répondit Ayanna.
Ces hommes sont puissants, Aïana. Des politiciens, des chefs d'entreprise, des figures influentes à travers le monde. Une fois cette liste rendue publique, ils feront tout pour te faire tomber. Aïana esquissa un sourire calme. Qu'ils viennent. Nous sommes prêtes. Au fil des années, Aïana avait bâti bien plus qu'un refuge pour jeunes filles. Elle avait créé un réseau de protection. Journalistes, avocats, hommes politiques intègres, officiers de police de confiance, tous prêts à agir. Le rapport Wright est prêt, dit-elle, en tendant un épais dossier à Natacha. Tous les noms, toutes les preuves recueillies par Solomon pendant des décennies, complétées par nos propres enquêtes. Natacha prit la pochette comme si elle tenait une bombe. « Tu sais que cela va tout bouleverser. Pas seulement pour eux, mais pour toi aussi. Je ne suis plus cette jeune fille terrifiée qui s'est mariée par désespoir, Natacha. Je suis prête. » Le rapport Wright frappa la sphère politique et économique mondiale comme une comète. Moins de 24 heures après sa publication, les premières arrestations eurent lieu. Les journaux du monde entier titraient sur le réseau de traite humaine qui sévissait depuis des décennies. À Ravenfield, devenue une petite ville prospère grâce aux investissements de Aïana, la nouvelle fut un choc. « Elle l'a vraiment fait », murmuraient les habitants en découvrant la photo de Aïana à la une, accompagnée du titre « L'héritière qui a démantelé un empire ». Raymond Knox, le commerçant qui, des années auparavant, avait prévu de vendre Aïana, fut l'un des premiers arrêtés. Ses liens avec le réseau international étaient plus profonds que quiconque ne l'imaginait. Les menaces ne tardèrent pas. D'abord des lettres anonymes, puis des tentatives d'intrusion au refuge, jusqu'à une attaque directe déjouée par les agents de sécurité employés par Aïana. Mais pour chaque menace, 10 nouveaux alliés se levaient. L'histoire de cette jeune femme ayant transformé sa douleur en combat inspira le monde entier. Un an après la publication du rapport, Aïana fut invitée à prendre la parole à l'ONU. Devant les dirigeants du monde, elle raconta son histoire d'une voix ferme, les yeux secs. « Je ne suis pas ici en tant que victime, mais en tant que témoin », déclara-t-elle face aux caméras. « Ce que Solomon Wright a fait pour moi, nous devons désormais le faire pour des milliers d'autres filles, qui, à cet instant même, sont vendues comme des marchandises. Il ne suffit pas d'arrêter les coupables. Il faut démanteler le système qui rend cela possible. » Son discours, simple et direct, fit couler des larmes, même chez certains diplomates aguerris. Le lendemain, plusieurs pays annoncèrent de nouvelles lois et programmes de lutte contre la traite humaine, en particulier celle des mineurs. La fondation Wright, créée par Aïana grâce à l'héritage de Solomon, s'étendit bien au-delà de Ravenfield. Des refuges virent le jour dans d'autres pays. Des programmes de protection des témoins furent mis en place. Des équipes de sauvetage furent formées, et chaque fille sauvée reçut non seulement un toit, mais aussi une éducation, des soins médicaux et psychologiques, et surtout l'opportunité de bâtir son propre avenir. Aïana, désormais reconnue mondialement pour son travail, apparaissait rarement en public. Elle préférait agir dans l'ombre, organiser les sauvetages, coordonner le réseau, veiller à ce que la justice suive son cours. Un après-midi d'automne, 10 ans jour pour jour après son mariage avec Solomon, Aïana visita l'école qu'elle avait fondée à Ravenfield. Elle s'installa dans la bibliothèque, entourée d'enfants qui ne la connaissaient que par les histoires qu'on racontait. Une petite fille, pas plus de 6 ans, s'approcha timidement. « C'est vrai que vous êtes une reine ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Aïana sourit, se souvenant de l'enfant apeuré qu'elle avait été. « Non, ma petite. Les reines portent des couronnes. Moi, je porte le feu. »« Le feu ?» répéta la fillette intriguée. « Oui, le feu qui éclaire le chemin de celles et ceux qui sont perdus dans l'obscurité. » Ce soir-là, dans son bureau, Aïana ouvrit le journal, où elle notait le nom de chaque personne sauvée par la Fondation Wright. Le compteur dépassait les 1000 vies transformées, 1000 futurs réinventés. Sur le mur, derrière son bureau, une seule photo. Solomon Wright,
dans sa bibliothèque, un demi-sourire aux lèvres. « On continue, Solomon », murmura-t-elle en fixant l'image. « Ton feu est désormais le mien. » Et ce feu continuait de s'étendre, illuminant le chemin de milliers de filles à travers le monde. Un feu né d'un mariage sans amour, mais qui alluma la plus grande étincelle d'espoir que Ravenfield, et peut-être le monde, ait jamais connue. Cette histoire nous rappelle que les apparences sont souvent trompeuses et qu'un jugement hâtif peut nous aveugler face à des vérités bien plus profondes. Combien de fois dans la vie avons-nous affronté des situations qui semblaient injustes, douloureuses, voire cruelles, pour découvrir plus tard qu'elles étaient en réalité des portes ouvertes vers un changement? Avez-vous, vous aussi, vécu un moment où un obstacle s'est transformé en opportunité? Partagez votre histoire en commentaire. Et si ce récit vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le pour que d'autres puissent, eux aussi, réfléchir. Et peut-être allumer leur propre feu.